Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chères auditrices, bonsoir chers auditeurs. Bienvenue en ce 2 avril 2023 sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Ceci est vraiment inhabituel que le dimanche, nous sortions de façon imprévue, inopinée, pour essayer de partager un peu l'actualité politique de la Côte d'Ivoire. Mais en vérité, nous aimons la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens et nous soutenons le régime d'Abidjan. Et nous disons merci à toutes ces personnes qui se prêtent à ce jeu. Je salue ici en ce jour notre mère Tapsoba Awa qui est parmi les personnes présentes. Et il faudrait bien que je vous explique les raisons qui me font apparaître en ce jour. C'est évidemment lié au 31 mars 2023 relativement à la soi-disant mobilisation de Laurent Gbagbo et de sa bande qui, nous dit-on, voudrait faire renaître je ne sais quoi. Et beaucoup de personnes ont pu voir ce qui s'y est passé. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais éclaireur, est-ce que tu ne peux pas faire un petit décryptage pour essayer de nous expliquer un peu de façon globale certaines choses? Et j'ai eu un petit bout de temps et je vais me prêter à cet exercice en très peu de temps. Et si probablement il y a certains qui souhaiteraient prendre la parole, on va le leur accorder le plus rapidement possible afin de ne pas quand même abuser du temps des uns et des autres. Donc, en des termes plus simples, on va parler du meeting de Laurent Gbagbo. C'est en fait un mini Gbagbo show sur ce qui s'est passé le 31 mars 2023. Et j'ai intitulé cela 31 mars 2023 ou la réunion des mouches venimeuses de la Côte d'Ivoire. D'abord, il faut savoir que Laurent Gbagbo pensait pouvoir renaître véritablement de ce meeting. Et pour se donner toutes les chances, le despote, le tyran, le potentat non repenti, criminel aux mains tachées de sang, va choisir Yopougon. Parce que dans le subconscient collectif, Yopougon de Gbagbo, Yopougon de Gbagbo. Donc, s'il va faire ça à Yopougon, ah non, ça va prendre. Et ça va diafoule. Donc, il n'y aura pas l'homme pour lui. Et donc, le lieu a été savamment choisi. Il n'a pas fait ça à Maman, il n'a pas fait ça à Gagnoa, puisque c'est quelqu'un qui est vraiment très tribaliste. Mais, au-delà de cet aspect tribal, il a voulu essayer dans la grande métropole cosmopolite abidjanaise, il a voulu essayer. Ce que beaucoup ne savent pas, pour eux, c'est un test pour voir leur popularité à partir de Yopougon avant les élections à venir. C'était ça d'abord l'objectif pour eux. Ce n'était pas simplement un meeting. Mais comment ça s'est passé? C'est ce que je vais essayer d'expliquer. Et je vais donner quelques détails. Et après, s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole, vous pourrez le faire. Et donc, à coup de renfort publicitaire, avec tous les moyens qu'ils ont mis, Laurent Gbagbo et sa bande s'attendaient véritablement à 3 millions et voire plus d'Ivoiriens. Ce qui n'est pas peu, quand on sait aussi que Yopougon est la commune la plus peuplée. Et donc, Laurent Gbagbo voulait tenter sa chance avec son propre destin dans le Yopougon de Gbagbo. Mais le 31 mars 2023 nous a prouvé que Yopougon n'est pas Yopougon de Gbagbo. Que Yopougon n'est plus cette illusoire pensée que les gens lui collent. Yopougon reflète le Yopougon de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des Ivoiriens, dans toute sa distinction, mais aussi dans toute sa diversité. Et donc, en 6 points, je vais vous dire ce qui s'est passé, ce qui n'est pas dit, mais qu'on peut percevoir, et en même temps vous dire aussi qu'est-ce qu'il fallait faire. Et donc, dans le premier point, ce qu'il faut retenir, j'ai parlé de mouches venimeuses. Sachez que les mouches venimeuses
sont des animaux extrêmement nuisibles. Et je compare les partisans de Laurent Gbagbo lui-même à des mouches venimeuses qui ne profitent que des occasions. C'est-à-dire il faut une proie qui est en train de saigner. Il faut une proie en mauvaise posture pour pouvoir venir s'y déposer là-dessus et maintenant sucer le sang et être heureux. Et donc, même à travers cette manifestation qu'ils ont organisée, pour eux, ils s'attendaient à ce qu'il y ait violence pour pouvoir en tirer les bénéfices. Mais ce qui les a le plus fait mal, c'est que tout le monde les a ignorés. C'est qu'ils n'ont pas trouvé l'animal qui était en train de saigner pour pouvoir s'asseoir dessus. Parce que vous vous souviendrez, à Azopé, tellement adeptes de la violence, ils ont été brûlés des cars. Mais cette fois-ci, on les a bien surveillés pour qu'eux-mêmes ne posent pas de violence entre eux-mêmes là-bas pour dire que ce sont les gens du RHDP. Et donc, on leur a arraché leur argument qu'ils avaient. Pour dire, hey, on est venu faire meeting, ils nous ont attaqués. Et ça les a fait très mal. Ça les a fait mal, je peux vous le dire. Ça les a fait mal. Et donc, ils étaient mis en face de leur destin. Meeting là, il fallait faire. Dans Yopougon, soi-disant de Gbagbo là, il fallait faire. On s'en va dans meeting. Là, je vais parler en français trivial. On s'en va dans meeting. On ne parle pas de 3 millions de personnes. Hein. C'est ce qu'ils avaient dit. On ne parle pas de 300 000 personnes. On ne parle pas de tout ça. On nous parle de moins d'un centième de 3 millions de militants qui étaient prévus. Ça veut dire il n'y a même pas eu 30 000 personnes là-bas. Mais ce qui est le plus étonnant dans l'affaire, c'est que la mobilisation qui a été un cinglant désaveu et un échec cuisant qui n'a pas pu réunir même les 1 centième des 3 millions de militants qui se sont promis, ça s'est révélé à eux que le FPI frélaté qui se fait appeler PPACI, que Laurent Gbagbo avait menti à ses propres militants. Ça a été un flop retentissant. Et là, je vais vous révéler 2 vérités. L'échec cuisant que Laurent Gbagbo a subi ce 31 mars 2022 révèle 2 choses fondamentales. Révèle le grand mensonge en un premier temps de Laurent Gbagbo quand il est revenu et qu'il a créé son PPACI. Il a dit, et tout le monde le sait, que c'est lui, Laurent Gbagbo, qui a l'enveloppe, le contenu, et que c'est Afinguessan qui a l'enveloppe. Mais à la vérité, le 31 mars 2023, avec le public qu'on a pu voir, parce que moi-même, je suis très généreux en parlant de 30 000 personnes, ça ne vaut pas ça, mais je le dis comme ça, on a pu découvrir dans Yopougon de Gbagbo que Gbagbo ne peut plus mobiliser. On a pu découvrir que Laurent Gbagbo ne vit que sur le vent. Et là, qu'est-ce que ça pose comme problématique? Ça veut donc dire que Laurent Gbagbo a menti à ses rares partisans qui croient encore en lui, et qu'il a menti aussi à la face du monde. On sait que ça, c'est une vertu chez eux, le mensonge. Et donc, en vérité, c'est Laurent Gbagbo qui a eu l'enveloppe et Afinguessan a pris le contenu. Ça, au moins, ce meeting-là a permis de révéler ça aujourd'hui. Deuxième chose que cet échec a pu montrer à la face du monde, c'est que qui aurait cru que le soi-disant Yopougon de Gbagbo puisse mordre la poussière, sans oublier que des délégations sont venues en renfort des villes et des villages pour essayer d'étoffer la masse de personnes qui seraient présentes. Mais là, on comptait moins de 30 000 personnes, comme je le disais. À travers cet échec-là, il faut voir la volonté des Ivoiriens de vouloir radicalement fuir la médiocrité. Ça veut dire, même dans le Yopougon de Gbagbo, soi-disant, si aujourd'hui ça a été un flop retentissant, ça veut dire que les Ivoiriens, et en tout cas ceux qui habitent à Yopougon au moins, le fief de Gbagbo, si on peut le supposer ainsi, ça veut dire aujourd'hui là, même si on ne parle plus là, tout le monde comprend aujourd'hui que le symbole de la médiocrité là, c'est Laurent Gbagbo, le symbole de la minablerie, c'est Laurent Gbagbo et sa bande.
Et à Yopougon, là-bas même, là, les gens même disent, là, eux-mêmes, là, ils sont en train de fuir ça comme la peste aujourd'hui. C'est comme le 31 mars, c'est comme si c'est Corona qui s'invitait. Le virus Corona qui s'invitait sur la place Fikayo. Si tu n'es pas un mouton, je ne crois pas que tu vas aller toi-même là-bas pour aller prendre le virus de Corona. C'est comme ça que les gens fuyaient pour quitter ce meeting-là. Ça veut simplement dire en vérité que les Ivoiriens ont compris, à travers la gestion du guide bâtisseur, le Papa Bonheur Alassane Dramane Ouattara, qu'il faut que eux-mêmes, les Ivoiriens, donnent de la valeur à leur propre vie, à travers le sérieux, à travers le travail et surtout à travers le soi d'eux-mêmes. De ne plus se laisser distraire par Laurent Gbagbo, qui est un homme qui n'est plus du tout sérieux, qui est un homme qui n'est pas travailleur et qui est un homme qui ne se respecte pas lui-même parce qu'il ne tient pas à sa parole, parce que ce qu'il dit est toujours faux, parce que c'est toujours lui la victime, parce que c'est lui qui n'est responsable de rien. Avec une telle personne, on ne peut pas construire un monde meilleur pour nos enfants. Et donc l'échec de ce rassemblement à Yopougon a permis et au Probabo et à l'ensemble des Ivoiriens de comprendre que ce qui s'impose aux Ivoiriens là, c'est le sérieux que nous allons nous donner nous-mêmes. Si toi tu t'en vas suivre un homme comme Laurent Gbagbo et tu penses que c'est lui qui va te sauver, cette situation vient de nous montrer que tu es en train de toi-même te mettre dans la poussière. Et que la vraie vérité là, c'est pas Laurent Gbagbo qui va construire un monde meilleur pour tes enfants. Et donc c'est toi-même qui dois être sérieux. En partant à ce meeting-là, c'est que tu n'étais pas sérieux. En partant à ce meeting-là, c'est que tu n'avais pas de travail à faire, donc tu voulais perdre ton temps. Et en partant à ce meeting-là, tu n'avais pas vraiment de respect pour ton temps. Et ça, les Ivoiriens ont compris aujourd'hui grâce à Alassane Ouattara que l'homme, ça doit travailler pour créer des résultats. Comme disait Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra, en réalité, l'homme est l'animal le plus dangereux contre lui-même quand il ne sait pas ce qu'il veut. Et c'est ce que Laurent Gbagbo est devenu. Et la minorité récalcitrante de ses partisans, qui croient encore de façon illusoire que Dieu va faire changer, le Seigneur des armées va faire changer le monde, sont en train de se distraire avec des illusions. Mais la vraie Côte d'Ivoire aujourd'hui au travail, la vraie Côte d'Ivoire, c'est celle-là qui fait pousser des buildings, c'est celle-là qui fait pousser des routes, c'est celle-là qui fait pousser des écoles, des universités. Et ça, aujourd'hui, tout le monde a compris ça. On n'a plus besoin de bavardage. Voilà au moins quelques grandes leçons que les Ivoiriens ont retenues de cette séance de bavardage que Laurent Gbagbo avait organisée le 31 mars 2023. Deuxième chose qu'il fallait aussi noter pendant ce meeting de la honte et du désespoir, c'est qu'on a remarqué l'apparence physique de Laurent Gbagbo. Et là, on va en parler. C'est vraiment important. Parce qu'on nous dit que le moine n'est pas forcément reconnaissable à son habit. Mais un moine qui se respecte ne doit pas aussi être nu. C'est vraiment important. Et donc, pendant ce meeting, on a pu voir un Laurent Gbagbo comme à ses habitudes. Il faut dire que c'est un fragment d'homme qu'on a vu. Ce n'était pas un homme complet qu'on a vu. Vous allez m'excuser des termes, hein. Ce n'est pas de l'injure, mais c'est quand même la réalité que je perçois, que je dis. Ce n'est vraiment pas un homme complet qu'on a vu. C'est un fragment d'homme. C'est comme si tu casses un canari et puis tu prends un morceau dedans là. Un morceau là. Est-ce que c'est ça qu'on appelle canari? Non. C'est un fragment de canari. Et donc, c'est un fragment d'être humain, d'homme qu'on a vu, qui est venu sur la scène. Et ça, la première chose qui sautait à l'œil, ça croit qu'il n'y a pas de communication entre lui et son couturier. Ou bien, tout au moins, que le couturier de Laurent Gbagbo ne fait vraiment pas preuve de générosité. Parce que nous sommes en 2023. Chacun peut choisir le style vestimentaire qu'il veut, mais de façon collective, quand tu t'habilles bizarrement, on a le droit de se demander, est-ce que tu vis dans cette société-là? Ou bien, ton couturier là, est-ce que tu parles avec lui? Est-ce que tu n'as pas coupé Ignam avec ton couturier? Ça, on a senti ça beaucoup. Parce que Laurent Gbagbo est apparu sur scène dans un accoutrement digne des bouffons.
Et là, il portait son habituel gros pantalon noir. Un gros pantalon noir débordant. Et si vous regardez les images, ce gros pantalon noir-là, ça s'entassait au bas de ses pieds sur un soulier noirâtre avec des formes de godasses. Donc, quand je vais parler, je n'ai pas insulté, hein, je suis en train de faire description. On va encore s'énerver pour dire qu'éclaireur est méchant, des trucs comme ça. Ce que je dis là, allez reprendre les photos là et puis regardez. Vous allez voir tout dedans. Moi, je ne fais que dire ce que je vois. Et donc, ce gros pantalon noir débordant, si vous regardez en bas, ça s'entassait des deux côtés sur un soulier noirâtre qui ressemblait à des godasses. Toujours sur le fameux pantalon qui pendait sur ses hanches, on avait l'impression que ce pantalon-là n'était pas maintenu par des ceintures aux hanches de Laurent Gbagbo, à ses hanches, mais on avait l'impression que c'était des cordes de Keiwa ou bien de Tchesrilan. Là, c'est le langage du terroir que j'utilise. On avait l'impression que ce sont des cordes de Keiwa, c'est-à-dire nos mamans au village, là. Elles ont des morceaux de pain, là. C'est comme un fil, là. On appelle ça Keiwa ou bien on appelle ça Tchesrilan. On avait l'impression que c'est ça, il avait pris pour attacher son pantalon, là. Vous regardez bien devant, vous allez voir, c'est bizarre. Et là, quand moi j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, j'ai dit, il y a affaire dans le pays. Et donc, finalement, je me suis demandé, est-ce que le pantalon de Laurent Gbagbo, est-ce que c'est style Zazou ou bien c'est style Ventilo? Mais une chose est certaine, même Kanda Bongoman lui-même, si on lui demandait de s'habiller comme ça, là, Kanda Bongoman allait dire, je vais attendre un peu d'abord, je vais communiquer avec mon couturier pour lui demander si je fais ça, là, les gens vont penser comment. Mais toujours est-il que on a vu quand même quelqu'un qui ressemblait carrément à un bouffon qui est venu sur la scène dans un habillement bizarre. Et là, la première recommandation que je vais faire à Laurent Gbagbo et à ceux qui l'entourent, c'est qu'apprenez au moins à lui donner un accoutrement qui soit un peu digne. C'est vraiment important. Parce que tel qu'il était habillé, pour vous le dire en un mot, le couturier de Laurent Gbagbo ne lui a pas vraiment rendu service le 31 mars 2023. Et comme je le disais, c'est vrai, c'est vrai. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais imaginez-vous un moine tout nu. Parce que comme l'habit ne fait pas le moine, lui ne s'habille pas. Et il s'expose au grand jour tout nu. Est-ce que ce moine-là est un vrai moine? C'est comme ça que Laurent Gbagbo est apparu. Au lieu d'apparaître comme un politicien, il a apparu comme un bouffon à Yopougon là-bas, dans Yopougon de Gbagbo. Ça, c'est pas bon pour Laurent Gbagbo lui-même. Et donc, le couturier de Laurent Gbagbo, là, dites-lui pardonnez, dites-lui la prochaine fois, il n'a qu'à faire un peu attention. Même s'il faisait taille basse, c'était encore mieux. Mais laissons le pantalon parce que ça, c'est une autre histoire. Remontons un peu plus en haut, c'est-à-dire parlons de la chemise. La vieille idole des Gors que vous connaissez, que l'on appelle Laurent Gbagbo, il portait une chemise blanche. Je ne vais pas dire une chemise blanchâtre, mais en tout cas, si on parle en français trivial, chemise là était blanc. Voilà, on n'a qu'à laisser français des français là. Chemise qu'il a portée là, c'était blanc. On ne va pas dire chemise blanche. Mais sous les aisselles des chemises là, allez reprendre les images et puis regardez bien. Il y avait quelque chose en bas là, on dirait une sueur gluante. Quand moi-même j'ai vu ça encore, j'ai dit, hein? J'ai dit, le monde, c'est un endroit dangereux à vivre. Et quand tu perds le pouvoir, donc quelqu'un peut tomber bas jusqu'à ce point-là. Tellement pour perdre de pouvoir à traumatiser le gars, c'est-à-dire même s'habiller là, il ne peut plus. Mais tout ça, ça fait partie de la vie. Et donc, ce qu'on peut demander à nos frères Gors, c'est que leur Dieu là, il a été désavoué le 31 mars 2023. On a vu ses limites. Côté habillement, zéro. Style, zéro. Mais quand je vais parler d'Alassane Ouattara, on va me dire, toi, tu es un sorcier. Alassane Ouattara, hé hé.
Non. Quand il s'habille là, toi-même tu te demandes même là, est-ce que c'est l'habillement même qui le rend jeune? Ou bien si c'est lui-même qui est jeune et puis l'habillement est venu le relever? Mais parce que d'abord, il y a maman style qui est à côté de lui. Est-ce que vous voyez, quand la maman Dominique s'habille là, est-ce que tu ne vois pas? Maman style, elle a fini avec ça. Donc quand le président s'habille matin là, et puis il va aller au travail, parce que lui, c'est travail seulement, il connaît. Là, on parle du vrai président Ouattara. Parce que lui, c'est travail seulement. Elle le regarde et dit non, c'est pas comme ça. Elle l'habille bien. Comme les Congolais le disent, kitoko. Et puis maintenant, le président est là. Vous-même, vous voyez le président? Parce que son couturier, là, c'est Dominique Ouattara. Et quand elle l'habille, là, non, c'est pas petit boucan. Même les boucantiers, même là, ont envie du style de Ouattara. Et donc, quand on compare les deux hommes là, Ouattara en âge est plus âgé que Laurent Gbagbo. Mais allez reprendre une photo, prenez n'importe quelle photo d'Alassane Ouattara. Et puis prenez la photo du 31 mars de Laurent Gbagbo, puis comparez les deux. Vous aurez l'impression que Laurent Gbagbo a tellement vécu longtemps sur la terre que depuis l'époque de l'homme du Cro-Magnon, il était sur la terre. Alors que c'est un monsieur qui n'a pas encore ses 80 ans. Mais Ouattara, qui a au-delà de ses 80 ans, il ressemble à quelqu'un qui a 60 ans. Et donc, Laurent Gbagbo gagnerait à changer son style de vie. Or, pour changer son style de vie, il faut changer sa manière de penser. C'est vraiment très important. Ça, c'est le conseil que je peux encore lui donner. On va aller plus vite, parce que s'il y a certains qui veulent prendre la parole, on va le leur accorder. On a parlé du style vestimentaire, on a parlé un peu de l'organisation. On va parler maintenant des propos que Laurent Gbagbo a tenus. Quand il allait à son meeting, là, après son habillement bizarre qui ressemble à masque guéré, là, il est venu maintenant, il a parlé. On va parler de ça aussi. Et donc, il a parlé devant un troupeau disséminé de gore qui était moutonnièrement dogmatisé à la sauce tribale. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient là-bas, là, si tu n'es pas quelqu'un même là, qui est un haineux, qui est un tribaliste, qui est quelqu'un même là, qui est un anti-valeur de la société là, vraiment être à ce meeting-là, c'était une perte de temps historique. Donc, c'est quand tu n'as rien à faire, il n'y a même pas de dessin animé à regarder, il n'y a pas Alice au pays des merveilles là, que tu t'en vas là-bas pour aller regarder ce meeting-là. Et ce qu'on a pu constater là, c'est que les gens passaient comme s'il n'y avait rien. Et ça fait mal aux gars du FPI Frelaté PPAC. Et donc, ce sont les quelques moutons dispersés qui ont été extrêmement dogmatisés de façon moutonnière à la sauce du tribalisme qui était présent à cette séance de diarrhée verbale. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est un Laurent Gbagbo avec une voix ressemblant à un coassement d'un gros crapaud que nous avons entendu se présenter à nous comme un ennemi héréditaire de la vie. Et voici ce que Laurent Gbagbo va sortir de son gosier pour esbrouffer cette petite foule de dogmatiques qu'il appelle ses militants, mais qui sont en réalité des adeptes du populisme. Et qu'est-ce que Laurent Gbagbo leur sort là-bas? Il dit, s'il y a des crimes qui ont été commis, il faut continuer à chercher les coupables. Eh oui, s'il y a des crimes qui ont été commis, il faut chercher les coupables. Et vous vous souviendrez que c'est ce que je vous ai toujours dit. L'homme politique, il y a ce qu'il dit en public, il y a ce qu'il ne dit pas en public, mais tôt ou tard, tout finit par ressortir. Ce que Laurent Gbagbo a dit, et je vous ai toujours dit, que lui, il galvanise ses troupes en leur disant le contraire de la réalité. C'est ce que vous avez toujours entendu ici, dans cette vidéo que j'aime faire écouter, comme pour dire que c'est une vidéo qui est tellement simple à comprendre, mais qui est tellement révélatrice de la pensée profonde de Laurent Gbagbo, que ce n'est pas un fait nouveau pour nous. En fait, lui le dit, et c'est ce qu'il enseigne comme le dogme pour que ses adeptes au populisme puissent avaler cela. Et ça, je vais vous rejouer cela pour que vous entendiez très bien et pour que vous fassiez la différence
pour me dire, est-ce que ce que Laurent Gbagbo a dit le 31 mars et ce que vous allez entendre là, quelle est la différence? On écoute ensemble ici. Si vous cherchez ceux qui ont commis les crimes au sein de votre rang là, demandez, on dit c'est Ouattara qui est l'auteur de tous ces crimes, de tous ces Ivoiriens qui sont morts, de toutes ces femmes ivoiriennes qui sont mortes. On dit c'est Dramane Ouattara de façon indirecte, sans les décès. Voilà pourquoi la CPI a dit ce n'est pas Gbagbo. Il a été acquitté, Blé Goudé a été acquitté de façon officielle. Ce n'est plus une histoire officieuse, c'est une histoire officielle. C'est devenu officiel. Donc ce n'est pas Gbagbo et son petit Blé Goudé. Donc si ce n'est pas Gbagbo et son petit Blé Goudé, c'est qui? C'est Ouattara Alassane. C'est Dramane Alassane Ouattara. Et donc, mesdames et messieurs, c'est ce que je vous avais toujours dit. Dans leur école d'endoctrinement, ce que l'homme Gbagbo leur dit et qu'il a répété le 31 mars 2023, s'il y a des crimes qui ont été commis, ça veut dire que pour lui, là, lui, il ne sait pas s'il y a eu crime, il faut continuer à chercher les coupables. Ça veut dire que lui ne sait pas qu'il y a eu crime. Lui ne sait pas qu'il a dirigé la Côte d'Ivoire. Lui ne sait pas qu'il avait créé les escadrons de la mort. Lui ne sait pas qu'il avait fait venir des Angolais pour tuer des Ivoiriens. Lui ne sait pas qu'il avait fait des charniers. Lui ne sait pas qu'il avait dit, quand il était parti à Divo, qu'il faut tuer les gens du Nord. Et puis après, maintenant, on va chercher les survivants. On va chercher à les écouter. Lui ne sait pas que CKCK, ancien Miapo, tuait au nom de Laurent Gbagbo. Lui ne sait pas que Dogo Blé existe en Côte d'Ivoire. Mais les criminels, là, Laurent Gbagbo, on les connaît. Tu ne vas pas fuir ta responsabilité. Tu es un criminel. Tu es un impénitent, tu es quelqu'un qui n'a pas honte, tu es quelqu'un qui est inhumain. Au moins là, les victimes dans ton propre camp là, tu peux au moins avoir de la compassion pour elles. Mais que non, le despote déchu de Laurent Gbagbo venait de commencer encore en ce 31 mars 2023 sa séance de bavardage. Et c'est avec ce terme humiliant et déshonorant qu'il a débuté sa séance de bavardage et je vous épargne du reste. À travers ses propos honteux, le criminel impénitent Laurent Gbagbo venait de se coller lui-même le déshonneur le plus grand de sa propre vie, sans le savoir. Mais toujours est-il que les uns et les autres peuvent spéculer et dire tout là-dessus, mais ne vous laissez jamais surprendre. Ces gens-là ne changeront jamais, n'ont jamais eu envie de changer, et ça, il faut les traiter comme tels. Parlons aussi des à côté de cette séance de bavardage et de perte de temps aux Ivoiriens qu'ils ont appelé la rencontre du 31 mars 2023 à Yopougon, à la place Figayo. Et donc, dans les à côté, ce qu'on a pu voir, c'est que la première chose qui nous a tapé à l'esprit, on n'a pas vu de drapeau russe. Ah! Donc, ça veut dire que si on applique la loi, donc la leçon là, ça rentre bien dans les oreilles, dans les esprits. Ça, c'est la première leçon que tout le monde peut retenir de ce meeting de la honte. On n'a pas vu drapeau russe. On n'a pas vu manifestation sauvage aussi. Ça, c'est le thème du gouvernement. Aïe. Donc, ça veut dire que dans Côte d'Ivoire, là, Ouattara peut couper que des gens. Que quand on dit on coupe là, c'est moi j'ai dit ça. Ouattara là, c'est moi j'ai dit, il va couper, puis il a coupé votre queue. Donc, ça veut dire dans même Côte d'Ivoire là, vous qui êtes les amis des Russes là, vous qui êtes plus ivoiriens que Ouattara là, donc ça veut dire que Ouattara là, il peut vous redresser. Donc, la première chose qu'on a retenue dans ce meeting-là, c'est que si on applique la justice, là, ces gens-là, leur queue là peut rentrer. Parce qu'il y a des femmes gore qui disent qu'elles ont des queues. Hein. Ça, quand je parle de queue, là, vous pensez que je m'amuse. Elles disent qu'elles ont des queues, il y a des gens qui marchent dessus. Ça, c'est nous les éclaireurs, là, que nous, on marche sur leur queue. Et donc, nous, là, nous, on n'a pas queue. Mais de toute façon, ça, c'est le premier bénéfice de ce meeting-là. Ça veut dire que dans le pays, là, donc, il y a garçon. C'est pourquoi Laurent tape Gabdavou devant Ouattara. Laurent, pourquoi on n'a pas vu drapeau russe, toi l'amoureux des Russes? Donc tu conseilles aux Maliens de prendre drapeau russe, mais toi-même tu ne fais plus. Depuis que Ouattara a réprimé vos manifestations sauvages. Et depuis qu'on a mis quelques-uns au Niouf, donc laissons là, ça peut rentrer. À qu'on n'est pas à demander. Ouattara n'est pas venu pour être camarade de quelqu'un.
Ça, c'est la première leçon que nous on a retenue. Mais comme nous on était là-bas, on n'a rien dit. Faut pas ils vont nous frapper et puis dire que c'est nous on a gâté leur meeting, on a apporté violence. Nous on a regardé. Quand on a quitté après, on dit ah, il n'y avait pas de drapeau. Hein. Et puis on est passé drapeau russe. Très bonne chose. La deuxième chose qu'on a retenue aussi, c'est que on nous dit que Blé Goudé a changé, Blé Goudé est devenu bon. Mais je vous ai toujours dit qu'un fruit qui se respecte là vient d'abord d'un arbre. Et l'arbre là a une racine. Et donc là, un papayer ne va jamais produire des goyaves, un manguier ne va jamais produire des ignames, et ainsi de suite. Et donc, le fruit est allé vers l'arbre pour s'identifier. Blé Goudé a envoyé une délégation pour aller à la séance de diarrhée verbale du 31 mars 2023 à la place Fikayo pour soutenir son papa qui est son arbre et donc ses racines. Mais quand ils sont arrivés là-bas, là, qu'est-ce qui s'est passé? Les militants fanatiques endoctrinés du vieux Laurent Gbagbo, ils ont commencé à crier ouh, ouh, ah, ah, ouh. Ils ont commencé comme, je ne sais pas, comme des bêtes sauvages là. Ils ont commencé à huer la délégation de Blé Goudé. Adama, on peut huer comme ça, mais toujours est-il que nous on était là-bas, nous on regardait, nous on ne pouvait rien dire. Donc on regardait seulement. Et ce qu'on a pu constater, pour nous la première leçon, c'est que même si Blé Goudé veut changer là, comme il l'a déjà dit là, Laurent Gbagbo est son père spirituel, et donc là, il ne peut pas le quitter. Et donc il a envoyé une délégation là-bas. Quelqu'un qui veut changer là, est-ce qu'il allait faire ça? Ça, c'est à chacun de se poser la question. Pourquoi il a envoyé une délégation? Ça veut simplement dire que, ce qu'on vous explique toujours là, ils font semblant de faire beaucoup de bruit, mais en fait, c'est la même personne. C'est le même combat, c'est la même idéologie, c'est les mêmes objectifs qu'ils veulent atteindre. Et donc, ne vous fiez pas au FPI Affinissant, au MGC, au COGEP, au FPI Frélaté, qu'ils appellent maintenant PPACI, et à tout ce que vous voulez. En réalité, là, c'est la même doctrine. Un arbre ne peut produire qu'un seul fruit. Mais les fruits, là, quand un manguier produit des mangues, on appelle des mangues. Mais toutes les mangues, là, en réalité, c'est un seul fruit. Ça peut avoir différentes formes, ça peut avoir différents goûts. Mais l'arbre, là, un arbre produit des fruits. Tous ces fruits-là, même si c'est 1000 mangues qui ont été produites, à la fin de la journée, un manguier produit des mangues. Et donc, Laurent Gbagbo, là, sa doctrine, là, tous ceux qui sont nés de lui, Soro Guillaume, Blé Goudé, Simone, Affinissant, ils ne vont jamais changer. Ils n'ont jamais essayé de changer et ils ne changeront jamais. C'est comme si tu coupes un arbre et puis tu lui dis, bon, toi, il faut être manguier, mais on va te mettre racine de goyavier. Ça ne réussira pas. Et donc, même si on dit que le greffage est possible, il faut aussi savoir garder raison parce que aller dans les extrêmes ne marche pas. Et ça, c'est très important. C'est la deuxième leçon qu'on a retenue à côté. C'est que Blé Goudé se réfère toujours à son référent qui est Laurent Gbagbo. Malgré que Laurent Gbagbo va chier sur lui, malgré que les militants de Laurent Gbagbo vont l'humilier, il est toujours derrière son chef. Et ça, c'est très important. Il faut être un enfant maudit comme Soro Guillaume pour insulter ses parents du Nord ou bien insulter ceux en qui il voyait des leaders. Mais ça, c'est une autre histoire. Troisième chose qu'on a retenue, c'est qu'ils étaient tellement frustrés là-bas, là, parce que tout a échoué. Il n'y a pas eu 3 millions de personnes. Il n'y a même pas eu 30 000 personnes. Ça, je suis vraiment très généreux quand je parle de 30 000. Mais en réalité, entre eux-mêmes là-bas, au niveau de la mobilisation, là, ça a été un flop. Et ça, tout le monde peut le voir à travers les images. Au niveau de l'organisation, eux-mêmes là-bas, là, il y a eu palabre entre eux. Ça a été encore zéro. Et donc, il y a des gens qui vont improviser là-bas. C'est qu'eux-mêmes n'ont pas le courage de dire là, leur hymne national. Là. Comme Laurent Gbagbo, il a toujours été un lâche. Un individu qui ne s'assume pas et qui n'assume pas ses faits. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont maintenant instrumentaliser des vieilles petites dames pour essayer de chanter l'hymne national du FPI. Et là, on va écouter l'hymne national du FPI. C'est-à-dire, c'est que Laurent Gbagbo même aime là. Leur hymne national là, ils ont chanté ça là-bas. Et donc, on écoute leur hymne national ici. Et c'était un rôle très mal joué d'ailleurs. On écoute ça ensemble ici, avant de continuer. On va dire ce soir au mois
président, le vrai président de la Côte d'Ivoire. C'est lui le fils du pays. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. C'est lui seul, c'est le président de ce pays. Laurent Gbagbo, et puis on est là. Et c'est lui qui est le vrai président, il n'est pas étranger. Son père, sa mère sont des Ivoiriens. Quelqu'un qui vient d'ailleurs, Dieu t'a dit, il faut t'asseoir, et puis tu dis que tu apprends la Côte d'Ivoire, c'est faux. C'est parce que lui, notre président Laurent Gbagbo, c'est pour lui que nous sommes tranquilles et qu'on ne réagit pas. Mais il ne faut pas qu'on nous provoque. Il ne faut pas qu'il marche sur notre queue. On va se lever. On va se lever. Nous, les femmes, nous sommes prêts. On n'a pas peur d'eux. On n'a pas respect. On n'a respect pour Laurent Gbagbo. Le pays, on va qu'il s'agisse. Le problème, on doit être là-bas. Sauf qu'ils ont occupé. Très bien occupé. Improviser. Voilà, improviser une cérémonie. Même notre opposante est blanche. C'est la Côte d'Ivoire. Elle est dans son pays. C'est un mossi. Tout le monde sait qu'il est mossi. Et donc, ce que j'étais en train de vous dire depuis le début, vous avez bien compris. Ils disent que eux, dans leur manifestation, là, si Ouattara, ils disent que les gens du RDA ont occupé le complexe, c'est ce qui a fait que leur manifestation, là, ça n'a pas marché. Et donc, là, toutes les fautes, là, reviennent. C'est Ouattara qui a fait que leur manifestation n'ont pas eu 3 millions de personnes. Et ça, on retombe dans le prototype du gore normal. Eux, tout ce qui se passe, ils ne sont jamais responsables. Et donc, la question aujourd'hui, pourquoi Ouattara a organisé, parce que quand on parle de RDS, c'est Ouattara, pourquoi les gens du RDS ont organisé un meeting quelque part d'autre? Ça veut donc dire que soit les gens de Ouattara ont pris les militants de Laurent Gbagbo, ou bien c'est Ouattara même qui allait et qui a dit aux gens n'allez pas au meeting. Mais toujours est-il que ça prouve déjà leur désarroi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire rapidement sur scène? Ils vont faire sortir des vieilles petites dames pour leur dire, allez, chantez l'hymne national. Moi, Laurent Gbagbo, je ne suis pas courageux. Oh. Je ne peux pas faire ça. Oh. Mais vous faites, comme vous êtes des petites vieilles là, versez le venin de Laurent Gbagbo. Et puis, ça va faire mal maintenant aux gens là. Et puis, maintenant, ils vont réagir. Là, quand ils vont réagir maintenant, là, on va dire, c'est eux qui ont gâté notre meeting et les gens ont eu peur de venir. Vous avez bien entendu. Et donc, ils disent que c'est à cause de Laurent Gbagbo qu'ils sont calmes. Je vais leur rappeler un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire entre le 26 octobre 2020 au 11 avril 2011. Quand il dirigeait le pays là, il a payé Ordre de Staline, il a payé MI-24, il a payé des hélicos de guerre, il a pris les Angolais, il a pris les Sud-Africains, il a pris les escadrons de la mort, il a tribalisé l'armée ivoirienne. Mais malgré ça là, ce sont des gens qui sont quittés au nord de la Côte d'Ivoire. Des simples soldats qui avaient l'idéal là, leur seul idéal là, avec des calaches là, ils sont venus. Votre queue que vous dites, faut pas vraiment marcher dessus là. Ils ont marché dessus pian. Et puis ils ont coupé pian. Et puis ils ont jeté ça pian. Et puis c'est ce qui a fait que Laurent Gbagbo est tombé comme fruit pourri pian. Donc ce que vous dites là, ça n'inquiète personne. Au moment où il avait ses ordres de Staline là, on a coupé la queue de Laurent Gbagbo. Et puis le chef des opposants, Alassane Ouattara, en ce moment-là, il a dit, je vais le cueillir. Il va cueillir votre faux Dieu Laurent Gbagbo comme un fruit pourri. Laurent Gbagbo est tombé comme ça, comme une mangue pourrie, il est tombé. Pop. Et puis il n'y a rien eu. Donc là, c'est pas vous comme ça, là, des vieilles canailles qui peuvent menacer des gens, ou même que ça peut impressionner quelqu'un. Si vous êtes trop fâché là, votre queue là, attachez ça bien, parce qu'on va couper encore. Et puis il n'y aura rien. Ça, on vous répète ça. Je vous avais toujours dit ici que les Gauls là, ils ont des queues. Mais vous-même, vous avez entendu maintenant les Gauls dire qu'ils ont des queues. Et donc même l'homme du Cro-Magnon lui-même là, n'avait plus de queue. Mais eux, ils sont restés congelés dans les méandres de l'histoire de l'humanité. Et ce sont des gens avec des queues. C'est avec eux qu'on doit vivre au XXIe siècle. Et ça devient très difficile. Et c'est pourquoi ils disent, les symboles du développement au XXIe siècle, là, eux ne connaissent pas ça. Et c'est la sauvagerie, et c'est vraiment le désordre qu'ils reconnaissent. Et donc, quand Ouattara fait goudron, là, comment un être humain qui a une queue, lui peut connaître l'importance de goudron? On ne mange pas goudron. Quand Ouattara fait école, là, de toute façon, même là, école là, même là, est-ce que c'est dans l'école même on réussit encore?
Ah, université même, on ne dit pas université, on dit université. Mais laissons ça. Il dit université même là. Ah, quand on sort, il n'y a même pas de travail. Oh. Mais est-ce que toi, tu es allé là-bas? Est-ce que Laurent Gbagbo a construit une université? Laurent Gbagbo dit avec 10 milliards, lui, il construit plusieurs universités. Parce qu'on ne dit plus université. Mais est-ce qu'il a pu construire même une seule université? Villageoise, vieille canaille. Et donc, incapable d'assumer le poids de la réalité. Et puisqu'ils n'ont pas trouvé des gens pour dire qu'on allait les attaquer à leur meeting, ils disent que ce sont les gens de Ouattara qui ont organisé leur meeting au complexe là-bas. Que c'est eux qui ont fait que eux, leur meeting là n'a pas réussi. Mais de toute façon, tout le monde voit la réalité en face. Et donc, elles sont sorties pour parler de cette façon-là, afin de taper dans le tas, pour que les gens d'en face réagissent. Les gens d'en face, là, c'est nous. Mais je ne serais pas surpris que dans les jours à venir, comme vous avez entendu dans la vidéo, que la fête de la renaissance, entre guillemets, de Laurent Gbagbo a été la fête de sa propre honte le 31 mars 2023. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans ce meeting-là encore, il y avait un autre à côté. On a vu un Laurent Gbagbo, c'était comme dans le roman de Binto. Vous connaissez l'histoire. C'était comme un adolescent. Il a fait sortir ses grosses dents des accordéons. Nadi Bamba, elle aussi là. Non. C'est-à-dire bouche là. Elle prend un col à oreille là. Pour dire à Simone, hey, je t'ai arraché ton mari ici. Pour dire Simone, tu n'étais pas femme. Mais voilà, moi je suis plus femme que toi. J'ai pris ton vieux là. Voilà, c'est à côté de moi ici. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire pour tuer quelqu'un de Simone là, non, elle se passe occasion là. Nassidji là est rentré même. Nassidji est rentré, a pris possession même du vieux. Simone est perdue dans le film. Je dis, petite chose là, même marcher là, elle va faire d'une manière là, pour qu'on sente que c'est elle qui gère le vieux là. Elle assise à côté du vieux là encore, non, non, non. Et il faut qu'elle là, elle mette sa bouche dans l'oreille même du vieux là, pour qu'on sache que non, connexion Wi-Fi passe. Nous on était là, on regardait. Est-ce que ça nous plaît, ça ne nous plaît pas? Nous on est déjà sorciers. Nous on est des sorciers. Nous là, tout ce qui peut arriver de mal à Laurent Gbagbo là, nous on aime. Nous on ne cache pas pour nous. Non, 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 comme les sorciers là, c'est la nuit, il faut sortir. Un vrai sorcier là, même en pleine journée, il se fait respecter. Tout ce qui peut arriver en mal à Laurent Gbagbo là, moi j'aime. Et donc, elle s'accroche comme ça à Laurent Gbagbo. Ou mais je ne sais pas si c'est Laurent Gbagbo qui s'accroche à Nadi, mais toujours est-il que ça donne l'image de quelqu'un, un naufragé en pleine mer, qui s'accroche à la queue d'un requin. Parce que c'est une connexion malsaine qui va mal se terminer. Leur union là, ça va mal finir. C'est comme quelqu'un, je ne sais pas s'il est tombé amoureux d'un requin en pleine mer, mais en naufrage, il s'accroche à la queue d'un requin et il se dit, bon, peut-être que lui va me sauver. Leur histoire là, je ne sais pas comment ça va finir, mais regardez la suite. Mais on a eu accès à une comédie de très mauvais goût qui aurait fait même honte à Ebinto et à sa bien-aimée. Et là, ça ne suffira pas. Le Laurent Gbagbo va revenir encore pour nous parler de Nadi. Il va nous donner tout ce qu'il y a à entendre et tout ce qu'il n'y a même pas à entendre. Elle est la plus belle du monde. C'est la femme, c'est la première femme. D'ailleurs, même là, c'est la première femme que Dieu a créée même. C'est la première femme que Dieu a créée. Mais de façon paraphrasée, il ne l'a pas dit comme ça. Mais tout donnait l'impression que c'était une occasion pour elle et pour Laurent Gbagbo de dire à Karaba la sorcière, toi tu es morte dans le film. C'est-à-dire que le film là, ça n'a même pas encore commencé, on t'a tué. Ah, quel film ça là? Même film hindou là, au moins on attend au moins 2 heures, 3 heures du temps, le brave meurt. Maintenant dans ton film là, dès qu'on dit que le film a commencé en même temps là, et donc là, c'est devenu maintenant une séance maintenant de refoulement comme dirait Freud. Il faut tout refouler maintenant. Et donc, les deux profitent pour essayer d'assaisonner au maximum la colère de Karaba, la sorcière. Et là, Laurent Gbagbo même va aller plus loin pour nous dire, hey, elle partait,
Et elle était là au Ghana. Après, elle est partie à Bruxelles. Après Bruxelles, elle partait 3 fois par semaine à la pour me voir là-bas, là, dans la prison là-bas. Pour faire quoi? Moi, je ne sais pas. Mais ne me demandez pas aussi, je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas. Et vous savez, ce que vous pensez là, vous savez que je sais. Mais moi, je ne dirai rien. À vous d'imaginer la suite. On peut tomber si bas, à cet âge-là. Au moment où tu devrais être en train de faire le procès de ta conscience devant Dieu. Et le procès de ta vie pour que les jeunes générations puissent encore trouver quelque chose d'utile en toi ou de ton passage sur la terre. Toi, tu es dans l'affaire des femmes. Vous m'excuserez du thème. Toi, tu es encore dans le pagne des femmes à 77 ans. C'est ça qui est ton projet de vie. Et là, vraiment, on se demande, est-ce que ce vieux de Laurent Gbagbo peut donner des conseils? Lui qui ne jure que par le bas. En vérité, chers frères et sœurs, méfiez-vous des serpents venimeux qui ne pensent que par le bas. Et là, pour ceux qui savent me comprendre, je fais dans la métaphore en fait. Parce que c'est l'une des portes qui vous détruit. Qu'il y a eu une danse de cordes entre lui et sa bien-aimée Mami Wata à la haie ou quelque chose là-bas, nous, ça ne nous intéresse pas. En quoi est-ce que cela peut conduire à une renaissance? Il faut être vraiment Laurent Gbagbo pour que cela puisse conduire à une renaissance, comme il l'avait appelé la fête de la reconnaissance à la place Figayo le 31 mars 2023. Et là, ça nous ramène au 5e point pour démontrer que le métier d'imposteur est le métier le plus déshonorant au monde. Et c'est ce que Laurent Gbagbo pratique à souhait. Et donc, comme une araignée prêchant à ses semblables, on a entendu le chef du FPI frélater, ou tout au moins l'enveloppe du FPI, le chef de l'enveloppe du FPI, nous dire que maintenant là, eux ils sont en train de passer au style Renaissance. Quand j'ai entendu ça, il dit, ah, Renaissance, qui est renaître de nouveau. C'est église évangéliste, église de réveil, ou bien c'est littérature Madame Blanc. Je voulais m'appeler Madame Blanc. Après, j'ai dit, il y a fuseau oreille, frère, il faut laisser. J'ai laissé ça. Je voulais appeler Marius Koudou. J'ai dit, faut pas, je vais mettre mon cousin en problème. J'ai dit, il faut laisser ça. J'ai dit, mais de quoi est-il question? C'est ça qui est venu dans ma tête. Renaissance. J'ai dit, attends, je vais bien comprendre d'abord. J'ai dit, mais est-ce que je n'ai pas demandé ça là-bas, sinon ils allaient me frapper. J'ai dit, mais et refondation là, est-ce qu'on a fait bilan? Est-ce qu'il y a fondation? On me dit, toi tu es trop vaurien, tu comprends rien. On dit refondation, on n'a pas dit fondation. C'est là que j'ai dit, ah, donc ça veut dire que il y avait fondation avant. Après maintenant, eux sont venus dire, ils vont faire refondation, c'est-à-dire ils vont reprendre fondation là. Ils n'ont pas encore fini de nous faire le bilan. Ils ont gâté la fondation qui était là-bas avec leur refondation. Ils ont gâté la fondation de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont mis la Côte d'Ivoire dans la guerre civile. Ils ont détruit la fondation que Félix Houphouët-Boigny avait faite. Ils ont détruit le tissu social ivoirien. Maintenant, avec leur refondation, et maintenant, ils disent on n'a qu'à passer maintenant à la Renaissance. Ils me demandent maintenant, et on demande à nos partisans moutonisés du FPI frélaté de renaître. Je dis, moi, je ne suis pas maman de Jésus. C'est elle seule qui a accouché sans... voilà. Comment je vais faire pour renaître? Laurent Gbagbo dit... Nadi Bamba, là, c'est elle qui a lu sa renaissance. On lui dit, mais oui, mais ta refondation, là, est-ce que tu es prêt à nous dire ce qui s'est passé dedans? Laurent Gbagbo dit, il dit, laissez ça, ne parlez pas de ça. C'est pas bon. J'ai fait escadron de la mort. J'ai tué les Ivoiriens. Comment quelqu'un... Tu dis que tu n'es pas voleur. Mais quand on parle de voleur, toi, tu t'énerves. Je ne suis pas un brigand. Quand on parle des brigands, c'est moi, je suis le premier à m'énerver dans le village. Quelqu'un qui n'a pas commis de crime, je demande une grâce présidentielle. Non, pardon, une amnistie. Ce terme-là, bizarrement, je ne suis pas un criminel, moi, donc je ne suis pas habitué à ça. Voilà, mais c'est l'amnistie que je voulais dire. Parce qu'il faut être vraiment un criminel endurci pour vraiment s'abonner à ces termes-là pour savoir comment les utiliser
Et donc, Laurent Gbagbo, Ouattara dit, je t'ai donné grâce. Il dit, pourquoi c'est amnistie, toi, tu veux? Alors qu'on n'a pas dit que tu es criminel. Alors que tu as été sauvé de la CPI. Le monde entier t'a dit que tu es bon. Mais pourquoi toi, tu veux amnistie de Ouattara? On n'a qu'à voter nous à l'Assemblée nationale pour dire que toi, là, tu es devenu blanc comme Renaissance. Toi, tu es né de nouveau. Laurent, ta Renaissance, là, on ne te donne pas. Renaissance, là, on ne te donne pas. Tu vas mourir criminel. Alassane Ouattara lui-même, là, même en rêve, il ne peut pas. Tu vas rester criminel parce que tu as été criminel. Il faut qu'on fasse bilan de refondation. Parce que qui parle de refondation dit qu'il y avait une fondation. La fondation, là, c'était quoi? La fondation, quand Félix Houphouët-Boigny a pris la Côte d'Ivoire avec les Blancs, là, même Ghana était en avance sur la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens partaient, vous m'excusez du terme, hein, on partait même faire prostitution au Ghana. Oui, je vous le dis. Sénégal, là, non, eux, ils étaient en année-lumière avance, nous. L'école de William Ponty, c'est là-bas on partait former les rares instituteurs et les soi-disant médecins comme les Félix Houphouët-Boigny. Et donc, la Côte d'Ivoire était un État. Même notre présidence, là, même il n'y avait même pas ciment. À cette époque-là, même ciment, même scierie, il n'y en avait pas en Côte d'Ivoire. Et même le premier palais qui a été construit là, même les ciments et autres, c'est quitté en France. Il n'y en avait rien. Il n'y avait rien en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que Félix Houphouët-Boigny va faire? Avec le café et le cacao là, les 10 premières années là, les bénéfices que ça va produire là, il va transformer la Côte d'Ivoire. Il va faire de la Côte d'Ivoire un Eldorado. Il va construire des grandes écoles. Il va construire la Côte d'Ivoire. Il va y mettre des grandes infrastructures. Les ponts, les routes, tout. Et c'est la même chose qu'Alassane Ouattara est en train de faire. Mais à cette époque de Félix Houphouët-Boigny, qui était la fondation de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny a pris le soin de dire à tout le monde, vivez ensemble comme des frères et des sœurs. Tout n'était pas parfait. Mais au moins, il y avait une chose qui était en mérite. La différence entre les musulmans et les chrétiens à l'époque de Félix Houphouët-Boigny, c'est que dans le livre des musulmans, eux ils disent qu'eux ne mangent pas porc. Mais après ça, là, on ne savait pas. 1er janvier, et nous, on partait à l'église même. Oui, quand on était petit, on partait à l'église. Oui. Quand il y avait fête chez les musulmans, on partait là-bas aussi. On ne connaissait même pas de différence. Houphouët-Boigny a laissé un pays comme ça, avec une embellie économique, une symbiose entre les peuples. On ne savait pas qui était Bité, on ne savait pas qui était Djoula. Tout le monde vivait comme ça. Je saute, on tombe maintenant en 2000. Laurent Gbagbo vient. Est-ce que ce que j'ai dit là, c'était des mauvais fondements? Lui, il vient, il dit d'abord que il faut donner la primauté à une partie des Ivoiriens. Il faut combattre d'autres Ivoiriens. Il faut rappeler à chaque Ivoirien qu'il a un village. Et ça, c'est totalement normal. C'est comme si tu me demandes que moi, est-ce que j'ai une mère? C'est une question en apparence qui ne veut rien dire. Mais c'est une question insultante. Parce que moi, j'ai un village et je ne me contente pas. Moi, dans mon cas, personnellement, ceux qui veulent me connaître, je suis de 2 villages. C'est-à-dire, je suis l'union de 2 villages. Et dans une partie, je suis de la famille royale. Moi, si tu viens me demander de me dire, et toi, ton village, pour moi, ce n'est pas une insulte. Mais en même temps, c'est une insulte. C'est comme si tu me demandais, est-ce que ta maman est ta maman? On va demander à Alassane Ouattara, est-ce que ta maman, c'est ta maman? Est-ce que vous, les gens du Nord, là, vous êtes des vrais Ivoiriens? Est-ce que vous, les Baoulés, là, vous n'êtes pas comme ça? Donc, Laurent Gbagbo vient, la haine qu'il avait contre les Baoulés, qu'il a fait massacrer par milliers dans l'ouest de la Côte d'Ivoire avec Amadou Ouremi, voyant que les gens du Nord ont été un obstacle pour atteindre ces objectifs-là, parce qu'il se souvient de ce que Houphouët avait fait avec le PANA de Kragbe Nyagbe qui voulait diviser la Côte d'Ivoire. Et c'est la première rébellion. Dites à tous les Gors que la première rébellion, là, c'est Laurent Gbagbo qui a créé ça à travers celui qu'il défend, les idées Kragbe Nyagbe. Ils ont créé le Parti national africain
pour diviser et ils se sont attaqués aux populations ivoiriennes pour les tuer. Et c'est là que Oufoué les a matés. Et c'est ça que Laurent Gbagbo est venu. Lui, sa refondation là, quand il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ses parents là, essuyez vos larmes. Moi, Laurent Gbagbo, je suis venu maintenant, je vais vous venger. Et la refondation de Laurent Gbagbo, c'était basé sur la vengeance. La vengeance contre Houphouët-Boigny et donc le peuple d'Houphouët-Boigny. Et comme les Djoula, les gens du Nord, étaient un intermédiaire qui était difficile à franchir, il fallait d'abord s'attaquer à ceux-là avant de toucher les Baoulés et les Akans. Et donc, Laurent Gbagbo vient, en plus de ce que Bédié avait déjà fait, il vient, il casse le tissu social. Il tue les militaires qui sont du nord de la Côte d'Ivoire. Il les met en exil. Et il se montre inhumain, au point même de vouloir assassiner Alassane Ouattara. Finalement, les gens se disent, celui-là, il ne va jamais changer. Et donc, les gens se disent, si nous ne prenons pas notre destin en main, nous risquons de devenir un peuple qui sera même pire que les Israélites en Égypte. Et c'est ça la cause fondamentale de la rébellion. Et cette rébellion-là, que vous soyez du sud, de l'est, de l'ouest, toutes les personnes qui ont connu l'époque Félix Houphouët-Boigny, l'humanité entre les uns et les autres se disent, on va combattre Laurent Gbagbo. Et c'est ça l'une des raisons de la rébellion. La rébellion n'est pas née parce qu'il y a des gens qui voulaient prendre des armes. La rébellion est née parce qu'il y avait des injustices qu'il fallait corriger parce que tôt ou tard, ça nous aurait rattrapé. Mais Laurent Gbagbo lui-même, là, quand il a créé toutes ces conditions-là, est-ce que les Français ne lui ont pas dit que tu es en train de créer la guerre chez toi? Est-ce que Blaise ne lui a pas dit, il y a des gens ici chez toi, là, il faut parler avec eux pour vous entendre? La première délégation qui est venue, Laurent Gbagbo les a tous tués, les militaires, là. Mais les autres qui sont restés de l'autre côté, eux vont revenir. Et donc, ils sont revenus et ils se sont imposés. Ils ont pris 60% du territoire ivoirien. Et ils se sont imposés. Et Laurent Gbagbo avait encore la partie utile du pays qu'il pouvait développer. Mais cette partie utile-là, où il avait tous les apports économiques, c'est-à-dire le port de San Pedro, le port d'Abidjan et toutes les infrastructures en termes d'économie, Laurent Gbagbo n'a pas déposé une école. Laurent Gbagbo n'a même pas fait 500 mètres de goudron. Laurent Gbagbo n'a pas construit une université. Laurent Gbagbo a utilisé plutôt la jeunesse, à qui il ne pouvait rien offrir, pour essayer de l'endoctriner, de moutoniser la jeunesse, de la rendre dogmatique, violente, et verser cela sur les populations. Et il va aller même plus loin à l'ouest, offrir des armes aux jeunes, avec des supplétifs libériens, pour se faire massacrer. Et donc Laurent Gbagbo, ayant extrêmement honte de parler de ce bilan honteux, nous dit, c'est ce qu'il appelait la refondation. Mais à cette époque-là, une chose était intéressante, c'est que les paresseux étaient devenus des modèles de vertu en Côte d'Ivoire. Quand tu es un jeune qui aime ses 10 doigts, qui n'aime pas souffrir, mais qui aime tout le luxe, tu deviens aïe 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 le boucantier. Ce qui n'est pas petit est toujours grand. Oui, le feu c'est le feu. La rue Princesse, 100%. Oui, les entreprises sont là. On vous parle de la prostitution qui était devenue un métier. Et les prostituées se faisaient appeler petite et moyenne entreprise. Et Laurent Gbagbo était tellement fier qu'il prend son ami Jack Lang pour aller lui dire, voilà la vraie Côte d'Ivoire. La vraie Côte d'Ivoire, c'est les boissons, c'est l'alcool, c'est la prostitution, c'est le désordre. C'est ça qu'ils appelaient la refondation. La refondation, c'est comment diviser les Ivoiriens, massacrer une partie des Ivoiriens pour atteindre les objectifs de vengeance de Laurent Gbagbo. Pour lui, c'était ça la refondation, en cassant d'abord ce qui était même la fondation de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire une terre de fraternité, de prospérité promise à l'humanité, pour en faire une terre de tribalisme, de désordre, de violence, de meurtre, de crime et surtout de débauche. C'est tous ces anti-valeurs-là qui représentaient la refondation. Il faut quitter les bonnes valeurs pour tomber dans les mauvaises valeurs. Et donc la refondation, pour vous simplifier, c'était aussi l'époque où l'Ivoirien, il fallait lui donner plus de problèmes et ne rien résoudre pour que l'Ivoirien se cherche dans ses problèmes. Là, quand c'est comme ça, là, lui, Laurent Gbagbo, reste au pouvoir. Et donc, Laurent Gbagbo, il a honte de nous faire ce bilan. Il ne veut même plus qu'on en parle.
et un certain 31 mars 2023, il apparaît comme un faux Dieu païen, comme nous le décrit Paul dans la Bible, et il nous dit que lui, il est venu et que c'est la fête de la Renaissance. C'est-à-dire, on renaît des mauvaises valeurs que lui a installées pour aller où et pourquoi, mais sans qu'on en parle pour en tirer conscience. En réalité, Laurent Gbagbo, à travers cette fête de la Renaissance, voulait carrément nous enrouler dans de la nouvelle farine. Mais nous n'allons jamais accepter cela. Et c'est pourquoi on va rappeler à Laurent Gbagbo que l'irresponsabilité, même les pharisiens, tout au moins ont assumé la crucifixion du Christ, qui avait inventé ses propres valeurs de vertu et qui a brisé les tablettes. Quand le Christ est venu là, le crime qu'il a commis, c'était de montrer le chemin. C'était de montrer la voie de la vertu. C'était de montrer les nouvelles valeurs. Les pharisiens ont crucifié le Christ à Golgotha. Et ils ont assumé, ils disent oui, c'est notre affaire. Ils n'ont pas été irresponsables. Et donc, les pharisiens, les philistins ont encore plus de dignité que toi, Laurent Gbagbo, qui est un irresponsable patenté. De la refondation à la Renaissance, Laurent Gbagbo nous adopte une posture d'imposteur. Un imposteur, c'est celui qui vole quelque chose qui ne l'appartient, qui ne soit pas à lui. En réalité, disons simplement, un imposteur, c'est un voleur. De la même manière qu'il a volé le pouvoir en 2000, comme Oulata Gouadi vous l'a dit, pour faire sa soi-disant refondation des anti-valeurs, aujourd'hui encore, il veut venir voler les consciences en ne nous faisant pas le bilan de son passé lugubre, scabreux et ténébreux, pour nous dire aujourd'hui qu'il faut renaître de nouveau, comme si on était dans une église évangélique. Et Laurent Gbagbo est tellement malhonnête que même sa foi avec Dieu, son rapport à Dieu est vertigineux. Tantôt il est catholique, tantôt il est dans les églises de réveil, tantôt lui-même n'est pas en voie de se réconcilier avec Dieu. Est-ce qu'un tel individu peut renaître? Et politiquement parlant, on ne sait plus s'il est socialiste aujourd'hui, s'il est devenu panafricain. Et donc vous voyez, il est dans un mélange de gens. Et ça nous fait comprendre qu'on a affaire à un imposteur, quelqu'un même qui n'a pas une base philosophique politique. Ça nous fait comprendre que c'est quelqu'un qui lui-même est perdu dans son jeu. Et c'est là que j'allais m'arrêter pour poser la question suivante. En réalité, ceux qui manipulent Laurent Gbagbo aujourd'hui, puisqu'il n'est plus au contrôle de lui-même, est-ce que vous pensez que vous n'avez pas suffisamment le courage d'atteindre de sortir vous-même? Est-ce que vous pensez qu'en vous cachant derrière Laurent Gbagbo, que vous manipulez, vous pourrez atteindre vos objectifs? Ça, jamais de la vie. Malheureusement, Laurent aussi aime qu'on l'utilise parce que lui-même, il est un irresponsable. Et à toute échelle, il dit, je n'ai pas, c'est les autres qui m'ont manipulé, donc ce n'était pas moi-même. Mais de toute façon, il demeure cet imposteur qu'il est. Et donc, en nous parlant de ce saut calamiteux qu'il veut nous faire faire, en passant de la refondation à la Renaissance, est-ce que pour ceux qui suivent l'actualité, est-ce que Renaissance, là, ce n'est pas le nom du nouveau parti d'extrême droite identitaire d'Éric Zemmour en France? Le parti des haineux en France, là, comment on appelle ce parti-là? C'est-à-dire, eux, ils ont la haine des autres dans leur ADN. Et c'est ça leur politique. Comment dire à l'autre que toi, tu n'es rien? Comment minimiser les autres? Comment vilipender les autres? C'est ça. Et le meilleur symbole que Laurent Gbagbo puisse donner, il utilise aujourd'hui les mêmes caractéristiques identitaires de l'extrême droite d'Éric Zemmour en Côte d'Ivoire. Et donc, ça veut dire que, en réalité, je vous le dis toujours, enlever la haine, dites, on ne parle plus de haine tribale en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo n'existe plus, Blé Goudé n'existe plus, et toute leur clique n'existe plus. Et donc, en réalité, quiconque sait écouter Éric Zemmour, quiconque sait écouter les Le Pen, Laurent Gbagbo est le Hitler de la Côte d'Ivoire. Il n'aspire qu'à une chose, faire du mal aux autres. Parce que l'extrême droite identitaire, basée sur les fondements même de la haine contre les autres, c'est ça la politique de Laurent Gbagbo. Mais bizarrement, il vous dit que lui, c'est un parti des panafricains qu'il a créé. Panafricains de quoi? Pour atteindre quel objectif? Quand on peut vérifier
dans les différentes ambassades, la liste des gens, des étrangers tués sous le régime de Gbagbo, il n'y a aucun président qui ait tué des étrangers, mais Laurent Gbagbo, lui, sa liste, on ne peut pas finir de les dire. Et donc, en utilisant le terme renaissance, qui normalement, quand on dit quelqu'un renaît, ça veut dire j'étais dans le péché, si on parle sur les églises évangéliques, bien sûr. Parce que même dans le christianisme, il faut comprendre qu'il y a plusieurs doctrines. Tout comme en islam, il y a plusieurs doctrines. Mais quand on vient du côté des églises de réveil, quand on dit born again, ou bien né de nouveau, ça veut dire j'étais dans le péché et maintenant je reviens à la lumière. Quand on dit à quelqu'un qu'il est né de nouveau, dans nos sociétés traditionnelles, on faisait ça aussi. Quand quelqu'un s'était engouffré dans le mal et que par un concours de circonstances, la personne revenait à la vérité, il y avait ces séances-là qu'on appelait des désenvoûtements et autres, donc tu deviens quelqu'un de nouveau. Quand on vient dans les religions comme le christianisme et l'islam, là ça se ressemble un peu, je parle du catholicisme, où on parle du catholicisme, on parle de la confession, et chez les musulmans, on parlera de la réforme de son âme qu'on appelle al-tawba, ou encore la repentance. Une fois que tu fais ça, on te dit que bon, tu as changé, et il ne faut plus refaire ce que tu es en train de faire. Or, Laurent Gbagbo nous donne l'impression, en nous disant que c'est la renaissance, mais il ne change pas les fondements, la haine identitaire, la violence. Il ne change pas cela. Et donc, en réalité, il s'est plutôt endurci dans un extrémisme identitaire. Et là, il se présente à ces pauvres populations comme un messie pour venir leur sortir de leurs difficultés. Le vieux populiste sanguinaire de Laurent Gbagbo. Et donc, il dit à ces gens-là, croyez en moi, je sais que vous êtes haineux comme moi, et c'est par ça qu'on va s'en sortir. Or, l'avenir du monde ne nous réserve pas cela. On a vu des Ivoiriennes devenues des députés. Une Ivoirienne qui parle à peine correctement le français, qui est devenue députée en France. Moi-même, éclaireur qui parle ici, je ne suis qu'un simple Ivoirien, mais les Américains nous permettent d'aller chercher nos pains. Et puis on commande des Américains ici. Ils nous permettent cela. Toi-même, Laurent Gbagbo, tu allais mentir à la CPI que toi, tu n'as pas d'argent. Et les gens ont fait ton jugement. Et puis t'ont libéré comme un indigent. On t'a reconnu. Ça veut dire que la communauté internationale, là, tu as pris leur sacrifice. Jusqu'à même ton fils Blé Boudé va demander qu'on le dédommage. On va dire, frère, vous pouvez mentir, mais tout le monde connaît. Si on vous a laissé là, c'est que on a voulu vous laisser. Et c'est à cause de la pitié de Ouattara qu'on vous a libéré. Et donc, cette nouvelle dénomination que l'ex-FPI, qui est devenu PPACI, mais qui n'est que l'enveloppe, le FPI frélaté de Laurent Gbagbo, qui n'est en rien un parti qui incarne les valeurs d'un rassemblement entre les peuples africains. Ce parti-là est dans un endurcissement, dans un extrémisme des anti-valeurs. Et ce parti aujourd'hui ne peut plus dire qu'il est socialiste ou bien qu'il est démocrate. Laurent Gbagbo aujourd'hui comme une chauve-souris. Même quand une souris est chauve, elle est complètement différente d'une chauve-souris. Or, Laurent Gbagbo n'est ni une souris chauve, ni une chauve-souris. Et donc, c'est un être bizarre, bizarroïde, qui est dans la politique, mais qui n'est même pas politicien, qui est aujourd'hui un être amoureux d'une pauvre dame, qui est perdu dans son propre passé et dans son présent, qui ne peut que sortir du Flatus Voxis. C'est-à-dire dire des choses dans le vent pour tromper les Ivoiriens et surtout tromper l'opinion internationale socialiste. Parce que quand on lui demande « Ah non, je suis socialiste », quand on lui demande « Ah non, dans les faits, il n'a aucune valeur du socialisme qu'il incarne. Laurent Gbagbo, grâce à Internet, grâce à des gens comme nous là, on va te désenvoûter et on va mettre tout ton plan dehors. Tout le monde va voir. C'est plus comme en 2000 où tu pouvais tuer les gens. Nous, on est ici là. Tant que nous, on est vivants là, tous tes plans là, on va tout mettre devant tout le monde. Sauf celui qui ne veut pas croire là. Là, ça, c'est son problème. Mais on va casser Papo. Tout le monde va voir dans ton plan. Politique là, soit tu vas faire vrai là, comme Alassane Ouattara, ou bien soit là, tu vas quitter dedans aussi. Ça, on va plus s'amuser. Et donc, voilà un être bizarre qui n'a plus d'autres ambitions dans la politique que d'être là et de se laisser manipuler par les autres. Mais ton masque que tu veux prendre pour avancer là, on va détailler ça au fur et à mesure qu'on avance.
Et donc cette imposture, elle règne sur l'ignorance des populations. Et ces populations ignorantes se disent que si on met un homme médiocre comme Laurent Gbagbo, avec des discours qui tiennent compte de la faiblesse des consciences politiques des populations, il pourra donc avoir un électorat. Mais Laurent Gbagbo, tu te trompes. C'est pourquoi Alassane Ouattara a construit beaucoup d'écoles. C'est pourquoi il a fait les éléments du développement en face de tout le monde. Ouattara, là, dans sa gestion, là, il a dit tout ce qu'il avait à dire sans parler. Si aujourd'hui, tu n'as pas pu t'éduquer à l'école, ce que Ouattara a fait là, toi, tu n'as jamais vu. Si ça ne t'a pas donné leçon là, c'est que toi, tu n'es pas seulement médiocre, hein? Tu n'es pas seulement quelqu'un qui souffre de l'ignorance, mais c'est que toi-même là, tu es un homme perdu. Toi, dans ton village, sous le port de Laurent Gbagbo, il dit qu'il n'y avait pas de route pour aller, que c'est les cailloux là qui sont les problèmes, que c'est Dieu qui n'est pas avec vous. Ouattara est venu, il a mis goudron là-bas. Il a mis courant là-bas. Il a construit l'hôpital là-bas. Il a construit l'école là-bas. Il y a canal dans ton village aujourd'hui. Il n'y a rien qui soit à Abidjan que toi, tu n'as pas dans ton village. Mais toi, tu te condamnes à l'ignorance et à la médiocrité. Parce que c'est Laurent Gbagbo qui aime. Bon, dans aimer Laurent Gbagbo, là, tu as eu quoi avant? Rien. Mais je déteste Ouattara. Mais qu'est-ce que j'ai eu dedans? J'ai tout eu. Mais finalement, est-ce que toi-même, là, est-ce que même dire que tu es un animal, même là, c'est petit? Même un animal est mieux que toi. Parce que l'animal, là, lui, il se maintient en vie. C'est ce que l'autre appelait le conatus. J'oublie son nom. Le philosophe, là. J'oublie, quand ça va me revenir, je vais dire. Mais en fait, c'était pour dire la volonté de vivre. La volonté de s'attacher à la vie. Même quand tu es un animal, la volonté de s'attacher à la vie est un impératif. Je crois que c'est Emmanuel Kant. Et donc, si tu n'arrives pas à te maintenir dans la vie, c'est que même un animal est mieux que toi. Et aujourd'hui, c'est pourquoi je le dis. Si vous avez remarqué en titre, j'ai dit que c'est la rencontre des mouches venimeuses. Je les ai comparées à des insectes nuisibles. C'était pour en arriver à cette conclusion-là. Parce que c'est dans la mort qu'eux peuvent prospérer, c'est dans le désordre qu'eux peuvent prospérer. Mais quelque chose qui prospère dans le désordre et dans la mort n'est voué qu'à l'échec et à la mort. Et donc, il n'y a pas de positivité, il n'y a pas d'avancement. Et c'est ça les gars. Et c'est ça Laurent Gbagbo. Il ne vous parlera pas pour dire, bon, voilà ce qu'on a fait, voilà où nous pouvons aller, et voilà ce qu'on peut vous apporter. Non, ma femme est bâtard, ah non, 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 en tout cas, allez chercher vos criminels là-bas, ah non, 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 en tout cas, de toute façon, moi je n'ai rien fait. Non, ça c'est fini. On va expliquer simplement à nos populations, voilà les développements que Ouattara a fait, voilà ce que Laurent Gbagbo n'a pas fait. Ce qui est bon pour toi, là, il faut choisir. Si tu n'aimes pas ta vie, là, il faut choisir Laurent Gbagbo. Si tu aimes ta vie, tu vas vouloir profiter de ce que Ouattara a fait. On ne te demande pas d'aimer Ouattara. On te demande d'aimer ta propre vie. Si tu n'aimes pas ta propre vie, là, nous, on va se charger de couper ta queue. Quand on vous dit vous avez queue, là, on vous comprend. Vous êtes des gens du paléolithique au 21e siècle. Vos queues, là, on va couper. Parce que ce n'est pas la violence que vous jurez. Mais on va vous montrer qu'on est 10 000 fois plus violent que vous. Ça aussi, on vous dit ça. Donc là, si vous êtes prêts là, commencez seulement. Ça aussi, on vous dit ça pour mettre déçu. Et donc, on va passer en conclusion pour dire que les hommes politiques, quand ils font des mobilisations, quand ils appellent les gens de venir là, toi qui es au village, Zoku, Koudou, Dali, quand les Laurent Gbagbo vont au village, et puis ils t'appellent, et puis ils viennent se réunir là, il y a beaucoup de personnes derrière lui. Si je ne vais pas là-bas, là, c'est qu'on va dire que c'est moi, je suis contre. Donc là, partout où il y a beaucoup de personnes là, on a qu'à aller là-bas. Hey, quand les politiciens vous réunissent là, je vais t'expliquer quelque chose aujourd'hui. Il faut bien comprendre. Les populistes là, et ils aiment mobiliser les masses pour atteindre leur propre objectif. Et ce que vous voulez entendre là, c'est ce qu'ils vont vous dire, mais qu'ils ne vont jamais faire. Mais les vrais politiciens, qui sont des démocrates comme Alassane Ouattara, quand eux mobilisent les gens là,
C'est pour vous dire ce qui est bon pour vous. Même si ça ne vous plaît pas. Mais on avance et le pays avance. Donc, ma conclusion là. Les politiciens populistes comme Laurent Gbagbo et les politiciens démocrates comme Alassane Ouattara, quand ils vous appellent là, de toute façon on va partir. Nous le peuple on va partir. Mais quand on va aller là, en fonction des caractéristiques que je vais te donner là, il faut bien écouter. Et tu vas savoir où mettre ton pied. Sinon là, tu seras l'artisan de ton propre malheur. Les politiciens comme Alassane Ouattara, qui sont des démocrates, des gens éclairés et avisés, quand eux ils appellent le peuple, venez on va parler là. C'est pour expliquer à la masse. C'est nous qu'on appelle masse. On dit nous on est beaucoup. D'un cacha, c'est nous on appelle masse. C'est nous on vote. Sinon on ne vote pas, la politicien ne peut pas prendre pouvoir. Quand on vient devant un politicien qui est un démocrate, de la manière il va nous parler là, il nous parle sans émotion. Il nous parle sans tenir compte de notre raison. Lui il vient nous dire, voilà moi je connais le monde. Voilà ce que je peux vous apporter. Ah, Ouattara, tu as parlé de... Avec tant temps, on a écouté ton discours. Ouattara, quand tu es venu, tu as fait. Ah, il a fait plus que ça. C'est ça on appelle un vrai politicien. C'est-à-dire que ce qu'il te dit là, c'est dur, mais ça va te sauver. C'est comme en religion. Il faut abandonner ses mauvais penchants pour suivre un homme éclairé. Et quand un homme éclairé te parle comme Alassane Ouattara, ce qu'il te dit là, tout ne te plaît pas. Mais à la fin là, c'est comme s'il était dans une classe, il était en train de t'enseigner. Nos hommes politiques qui viennent vers nous, la masse là, il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on apprend dans ce qu'ils nous disent. Et qu'est-ce qu'ils ont déjà apporté. S'ils étaient là déjà avant, posez-leur la question. Quand tu étais là, tu as fait quoi? Quand tu étais là, qu'est-ce que tu n'as pas pu faire? Et pourquoi tu n'as pas pu faire? Quand ils vont répondre clairement à ces réponses-là, sans tenir compte de leurs émotions et de vos émotions, en ce moment, vous saurez que vous avez affaire à des véritables hommes politiques. Et ces hommes politiques éclairés-là vont vous parler de programmes économiques. Ils vont vous parler de politique. Ils vont vous parler des aspects de la société. Ils vont vous parler des réformes et des perspectives d'avenir pour le pays. Et tout ce qu'ils vont dire là, ils ne parlent pas pour eux-mêmes. Ils disent tout ce qu'on est en train de vous expliquer là. Ça aura un intérêt pour tous les Ivoiriens et donc pour le bien commun. Voilà comment un vrai politicien parle. C'est-à-dire, même si je ne l'aime pas là, ce qu'il est en train de faire là, je me sens dedans. Par contre, les gens comme les Laurent Gbagbo, si vous les écoutez, parce qu'il y a beaucoup de monde là-bas, si moi je ne vais pas, tout le village va savoir que Éclaireur n'est pas parti. Et donc on va dire, lui il est mauvais. Ça ne fait pas de toi que tu es mauvais. Ça veut dire que toi tu es déjà éclairé, tu as vu dans le jeu de Laurent Gbagbo. Et c'est ça que les Ivoiriens ont fait le 31 mars 2023 en disant à Laurent Gbagbo, toi et ta minorité d'illuminés, des âmes aplaties là. Regardez votre nombre. On vous a déjà désavoué. On ne veut plus de vous. Politiciens populistes, politiciens démagogues, politiciens antidémocratiques de Laurent Gbagbo, toi et tes mouches venimeuses, vous vous êtes mis là. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est comme un exutoire. C'est comme une séance de désenvoûtement. Ça parle, ça dit n'importe quoi. Ça se victimise. C'est eux qui étaient toujours attaqués. Mais surtout, ils font tout ça pour oublier l'essentiel. Que la vraie vie, là, ce n'est pas Laurent Gbagbo qui va payer ton loyer, même si Laurent Gbagbo est au pouvoir. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui va éduquer tes enfants. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui va construire l'avenir de tes enfants. Ce sera à toi-même. C'est pourquoi vous verrez que dans leur message, on leur demande d'apporter un programme de campagne, ils n'en parlent pas. On leur dit, bon, pour la société ivoirienne, là, vous avez prévu quoi? Le vide. Mais on mobilise les populations sur leur passion, irraisonnée et déraisonnée.
pour parler à leurs sentiments. Moi, je sais que quelqu'un, c'est un voleur, c'est un braqueur. Mais si je dois aller parler avec lui là, mais je vais lui dire, Joe, c'est comment? On va parler d'opération sur terrain. Il y a des gens même qui disent qu'Éclaireur aurait été un braqueur. Mais les gens ne sont pas suffisamment intelligents. Mais laissons ça. Chacun peut dire ce qu'il veut. Puisque j'aurais braqué la BCA au moins seul. Donc, c'est totalement normal. Mais toujours est-il que, quand tu dois parler à quelqu'un, en fonction de ses intérêts, et que tu veux capturer la personne, tu te mets dans le corps de la personne pour lui parler comme il veut. Et c'est ce que les Laurent Gbagbo la font. Quand ils vont à l'Ouest, non, vous voyez, au lieu de dire au peuple de l'Ouest que c'est un peuple, je vais dire ceux qui vendent leurs terres là, sinon ce n'est pas le peuple de l'Ouest, au lieu de vendre vos terres, il faut leur dire que c'est parce que vous-même vous êtes paresseux. Oui. Pourquoi tu vas vendre terre? Il faut leur dire ne vendez plus terre. Non, Laurent Gbagbo laisse ça. Il faut leur dire ne vendez plus terre, mettez-vous au travail. Non, ça c'est difficile. Ah non, en fait, calmez-vous. On va tuer les gens là, on va prendre vos terres et puis vous remettre. Mais dans tuer les gens pour prendre les terres là, toi tu penses que c'est que tu vas venir tuer là, eux vont s'asseoir et puis vont croiser les bras, tu vas les égorger comme moutons des musulmans, moutons de sacrifice. Ils vont réagir parce qu'eux ils tiennent à leur volonté de vivre. Et donc là, ils ont plus intérêt à être plus violents que vous. En d'autres termes, Laurent Gbagbo va vous dire, laissez, on va les combattre pour prendre leur terre. Mais comme les autres savent qu'eux, ils ont doublement à perdre. Ils ont à perdre leur vie et ils ont à perdre le fruit de leur labeur. Et ils sont donc obligés de se montrer 10 000 fois plus violents que vous. Et donc, continuez à écouter Laurent Gbagbo et les discours que vous voulez entendre, dans la déraison, vous allez vous faire massacrer à nouveau. Parce que personne n'est prêt à se laisser marcher dessus. Ils vont venir pour parler aux affects, c'est-à-dire les sentiments primaires, les sentiments élémentaires de la foule. Parce que la foule, quand elle est réunie, il y a un élément global de la pensée. C'est pourquoi dans une foule, quand la foule dit que tout est noir, si tu es intelligent, il faut aussi dire que c'est noir et puis tu t'éloignes. Si tu dis que c'est blanc, même si c'est blanc, là, ils vont t'exécuter. Les Laurent Gbagbo viennent et essayent de profiter par la manipulation pour essayer de dire ce que la foule veut entendre, les surexciter. Et c'est pourquoi à chaque fois qu'ils ont des meetings, vous venez pour trouver que ça se termine soit par la violence, ou mieux quand les gens quittent dans ces meetings, les gens deviennent plus violents. Alors que les hommes politiques, quand ils parlent à un peuple, après le peuple même, ça va s'asseoir pour réfléchir. Ouattara va construire 10 universités. Il va faire ça comment? Il va faire ça comment? Et donc quand tu réfléchis comme ça, est-ce que toi tu peux être violent? Non. Mais quand Laurent Gbagbo vient, il dit, ah, Abidjan là, on a arraché vos terres. Vos terres ont été arrachées, donc laissez ça. Quand moi je vais revenir, on va vous donner. Qu'est-ce que ça fait chez les gens? Ils se disent, comme on a quelqu'un qui veut se battre avec nous, donc on va se mettre en mode de réaction pour se battre. Voilà la différence entre les politiciens manipulateurs et les politiciens véritables. Et donc pour qu'ils puissent avoir de la violence, il faut forcément désigner un adversaire comme ennemi public à battre. Et c'est pourquoi vous avez entendu les dames dire que Alassane Ouattara et ses suiveurs et tous ceux aujourd'hui qui sont RHDP sont des étrangers. En réalité, vous n'êtes pas des étrangers. En réalité, vous êtes ivoiriens autant que tout autre. Mais comme il fallait désigner un ennemi, même si c'est le faux ennemi, il faut désigner cet ennemi-là pour pouvoir combattre. Et donc, c'est pourquoi, avec de tels politiciens comme Laurent Gbagbo, on aura toujours en toile de fond la violence, le désordre et l'anarchie. C'est vraiment très important. Mesdames et messieurs, c'est ce que je pouvais faire dans l'analyse de ce qui s'est passé le 31 mars 2023. J'espère bien que ça va servir aux Ivoiriens pour prendre conscience. Parce que c'est ça l'objectif de nos émissions. Et je vais laisser la parole à ceux qui veulent la prendre pour qu'ils puissent expliquer ou donner leur avis, ou encore où nous n'avons pas été efficaces, que les gens puissent poser des questions pour qu'on puisse détailler pour que les gens comprennent bien. Mais nous sommes à l'ère du verseau. Et comme je le disais hier, déjà même, le prophète de l'islam le disait, c'est en ce moment-là que vous verrez la terre trembler. Et toute son histoire ressortira. Et l'homme lui-même il va se dire, mais qu'est-ce que la terre a aujourd'hui? Parce que les nouvelles, les informations vont filer tellement vite qu'on ne pourra plus rien cacher. Aujourd'hui, tout le monde se dit, même dans ta propre maison, quand tu fais quelque chose là, ça ressort. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment le monde est devenu? C'est l'ère du verseau.
On ne peut plus rien cacher. On n'est plus en 2000. On va tout expliquer. Le fonctionnement des hommes politiques, leur psychologie, leur mécanisme d'opération. Pour que toi qui dis que tu n'as pas compris là, c'est que tu n'as pas voulu comprendre. Sinon, tout a été expliqué. Et donc, je m'arrête là en disant merci à ceux qui aiment ce que nous faisons, à ceux qui suivent ce que nous faisons, pour dire que nous, en ce qui nous concerne, notre objectif ne sera jamais de trahir quelqu'un. Mais en réalité, Dieu juge tout le monde sur ses intentions. Nous n'allons jamais nous mettre dans une posture de vous trahir. On vous dira la vérité selon ce que nous pouvons, pour que vous puissiez sauver vos vies et sauver la vie de vos enfants. Quand on prend le temps de s'asseoir pour expliquer tout ça, c'est parce que nous, on a connu la guerre, on a connu la difficulté, on a beaucoup perdu. Et on ne souhaite plus revoir ça en Côte d'Ivoire. Sinon, on aurait pu se taire et puis accumuler des millions en Occident et dire qu'on s'en fout de la Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas laisser des êtres innocents se faire manipuler à nouveau et tomber dans les déboires. C'est ça qui nous anime. Et puisse Dieu nous aider à aller sur le chemin de la vérité.